Je pense que parmi vous, tous, dans votre vie professionnelle, vous avez participé à un changement, que ce soit pour l'introduction d'une nouvelle application ou que ce soit même pour un changement de méthode. On sait tous qu'on va croiser des gros murs quand on fait ça. On va les rencontrer. Moi, ce soir, je vais vous parler des murs que j'ai rencontrés et je vais aussi vous parler de comment j'ai pu les surmonter. Je vais vous avouer que je n'ai pas de recette magique, il n'y a pas de solution magique. Chaque compagnie a ses spécificités, a sa mentalité. Donc, ce que je vais essayer de vous donner, c'est peut-être des petits bouts d'aide pour essayer d'accompagner au mieux le changement dans vos compagnies. Vous n'êtes peut-être pas tous ou toutes les personnes qui vont faire ce changement, peut-être que vous êtes en train de le subir, peut-être que vous allez le subir ou peut-être que vous l'avez déjà subi. Aujourd'hui, je dis bien subir, parce qu'on vit rarement un changement. C'est toujours très difficile. Donc, est-ce que parmi vous, vous avez des idées, des sources de résistance au changement qu'on va pouvoir croiser? Il y a deux grandes familles. Je vais beaucoup interagir avec vous, hein, donc j'attends pas mal de réponses de votre part. Pardon? Oui. Voilà, on y est. Les deux grandes familles. Donc ça va être principalement individuel et organisationnel. On va commencer, voilà, distinguons deux grandes catégories de résistance au changement, la résistance humaine et la résistance organisationnelle. Voici quelques facteurs de résistance humaine. Est-ce que vous pouvez en citer quelques-uns, juste comme ça? L'insécurité? Non? Bon. Donc, plus grandement, on est sur une discussion agile. Donc, sur quoi on va tomber? Sur renoncer à la croyance que l'on peut spécifier intégralement un logiciel à l'avance. Là, je tape direct dans le très dur pour les chefs de projet. Ça fait mal. Renoncer à la croyance que l'on peut élaborer un plan précis à l'avance sans revenir excessivement dessus. On ne fait pas un plan sur la durée. On le fait sur une courte itération. Accepter de piloter par les délais et considérer le périmètre comme la principale variable d'ajustement. On a une date de livraison, on doit livrer au plus vite pour le client. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On le livre en temps et en heure, mais peut-être qu'on livrera moins de choses. Donc tout ça, c'est des choses sur lesquelles vous allez les rencontrer, ces problèmes-là. Un autre qui vient qui est vraiment humain et qui touche vraiment tout le monde, c'est parler quotidiennement devant ses collègues de son travail et de ses difficultés. Aujourd'hui, un humain a du mal à dire qu'il n'y arrive pas. C'est compliqué. Pourquoi? Parce que vous allez avoir peur de perdre votre crédibilité. Ça, c'est des choses importantes que vous avez... Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà croisé, celle-là? La peur de se lever et devant tout le monde de dire « j'y arrive pas, j'ai besoin d'aide ». Sachez qu'aujourd'hui, dire « j'ai besoin d'aide », c'est une force. Renoncer à l'illusion de l'efficacité du mode du management classique, le command and control, que tout le monde connaît, que tout le monde a entendu parler. Sur les projets complexes, hein, sur un projet facile, en général, le chef de projet, il vous dit « voilà ce que j'ai besoin, allez-y, vous avez tant de budget, débrouillez-vous ». Et on y vient. Peur de perdre ses responsabilités dans le cadre d'un changement de rôle. On change de rôle, je vais perdre mes pouvoirs. Ça se voit. Encore, vous pouvez entendre à mon accent, je suis français. En arrivant ici, c'est un problème que j'ai peu rencontré. Ça existe, mais il est beaucoup moins gros que ce qu'on peut croiser dans les compagnies françaises. Et ne pas être à la hauteur face aux nouvelles façons de travailler.
on change les méthodes de travail, tout humain a peur de l'inconnu, c'est tout à fait normal. Mais il ne faut pas que ce soit un frein. Encore une fois, il faut que ce soit une force. Ces facteurs peuvent générer des comportements sceptiques, voire saboteurs, voire, ce qui est pire pour nous, des suiveurs. C'est-à-dire des gens qui vont au final vraiment tirer vers l'arrière, vont vouloir avancer, mais on va devoir vraiment les prendre par la main et les accompagner dans leur quotidien. Je prends un exemple. Ça, vous connaissez tous. Saut en hauteur. Est-ce que vous avez une idée, à partir du moment où Fosbury a sauté la première fois comme ça, combien de temps il a fallu aux autres athlètes pour que ce soit la norme? Est-ce que vous avez à peu près une idée? Non? Il a fallu 10 ans avant que ce soit la norme. Pourtant, on parle de sport. On ne parle pas, ok, d'accord, aujourd'hui le sport c'est du business, mais à l'époque où c'est sorti, on était loin de tout ça. C'était juste une question de performance. Souvenez-vous de ça, ça vous servira un jour. De dire que juste apprendre à sauter différemment, il faut 10 ans pour que ce soit appliqué chez tout le monde. Donc là, on a parlé des facteurs humains. Maintenant, de quoi on va parler? Facteurs organisationnels. Donc, quels sont les facteurs organisationnels qu'on va rencontrer? Principalement, ça va venir de la part des managers. Donc, les processus d'évaluation annuelle et les systèmes de primes privilégiant l'individu plus que le collectif. Gros problème, aujourd'hui, en Agile, la première chose qu'on dit, c'est on est une équipe. On n'est plus des développeurs, on est une équipe qui produit de la valeur. Sauf qu'aujourd'hui, les managers vont continuer en permanence à évaluer personne par personne sur des objectifs personnels, trimestriels, semestriels, voire annuels. Gros problème, encore une fois. Changer ces mentalités, il va falloir commencer à travailler sur le business. Ensuite, le règlement intérieur d'une compagnie. Pourquoi le règlement intérieur? On prône du management visuel, on prône des équipes colocalisées, on prône de la discussion. Parfois, les règlements intérieurs vous interdisent d'afficher des choses sur les murs, vous interdisent d'avoir des tableaux que vous pouvez bouger. Donc ça, c'est bête, c'est des petites choses, mais qui au final rajoutent des grains, voire des pierres, dans l'engrenage pour amener ce changement. Et ensuite, le plus gros et pas des moindres, le service des achats. Oui, ça en fait rire certains. Le service des achats qui va renoncer à la... Ah, je l'ai perdu, je suis désolé. Qui va principalement vouloir rester au forfait classique projet et non plus donner une enveloppe à une équipe qui produit de la valeur. On est d'accord avec ça? Vous avez des questions? Juste sur ça? Ou vous en voyez d'autres? Je suis peut-être passé à côté de certaines choses. Les KPI, les tableaux de bord. Ouais. Passer d'une culture où la direction du tableau de bord avec combien on a dépensé exactement, est-ce qu'on a respecté les dates, etc., à quelque chose, tu parlais tout à l'heure du respect du plan, là. Le rôle du PCO, couramment. Mais les attentes, la haute direction, de dire avant, j'avais un tableau de bord avec des multi-hop, vert, jaune, rouge, et puis j'avais l'impression d'être en contrôle et de savoir exactement où j'étais. Là, on peut plus leur donner les première façon de rassurer. Tu vas voir, on va en parler de ça, parce que justement, ces KPI-là, on va en présenter des nouveaux, je vais en parler, et ça va être justement des forces. Donc là, on a parlé des résistances, tout ce qu'on va pouvoir croiser. Maintenant, quels sont les grands principes de la conduite de changement? Les grands principes, on va commencer par
faire une transformation. Une transformation, ça se fait comment? On va pouvoir identifier deux grandes méthodes. Du haut vers le bas et du bas vers le haut. Oui, bon, je sais, hein, c'est les deux opposés, mais ils ont chacun leur force et chacune leur faiblesse. Donc la transformation vers l'agilité peut venir de deux sources différentes. Elle peut venir des tranchées, le bas, une équipe de développement, ou elle peut venir, comme je dis, de la direction, le haut. J'ai tendance à les appeler, vous savez, ceux qui sont dans leur tour d'ivoire là-haut, ceux qui ne regardent que les chiffres et qui n'ont aucune idée de ce qui se passe sur le plancher. Je suis désolé s'il y en a qui habitent dans leur tour d'ivoire ici, je suis désolé, hein, vous venez me voir à la fin et on en parle si vous voulez. Donc, un mouvement qui vient de bas en haut va avoir ses avantages, mais aussi ses limites. Donc, quand on vient du bas, on va pouvoir amener une meilleure appropriation des changements opérationnels. Je vous ai perdu ou ça va? Non? Ça va? En revanche, on va avoir une MOA qui ne veut pas jouer le jeu. C'est-à-dire qu'eux vont faire bloc parce qu'eux, on leur change leur méthode de gestion de projet. MOA, j'entends chef de projet, PCO, enfin tout ce qui faisait la gestion de projet à l'ancienne. Je ne dis pas qu'on les oublie, hein. Attention. Je ne dis pas qu'on les oublie, je ne dis pas qu'on les range au placard. C'est juste qu'ils vont être un frein parce qu'eux, ils ont besoin de métriques et eux ont besoin de justifier leur budget. Sauf qu'on va juste leur expliquer et leur apprendre comment on va gérer les budgets différemment. Et bien sûr, le service des achats qui ne veut pas entendre parler de la contractualisation agile. Pourquoi elle ne veut pas en entendre parler? Parce que, encore une fois, ça vient du bas. Et que, mais pourquoi, malheureusement, on le sait aujourd'hui, pourquoi des malheureux développeurs vont nous dire comment travailler et comment payer nos factures? Forcément, à un moment ou à un autre, on va avoir un petit problème là-dessus. Maintenant, si on prend l'opposé, si on fait une transformation du haut de la direction, ben, ça va nous libérer le frein de la MOA, ça va nous libérer le frein de tous les achats au niveau de la contractualisation parce qu'ils ne vont plus avoir le choix. En revanche, vu que c'est imposé d'en haut, ben, il y a les équipes de production qui, elles, vont se dire « Ah, mais nous, on ne voulait pas forcément faire ça, pourquoi ils nous l'imposent? On n'a pas forcément envie, on n'en voit pas forcément l'intérêt. » Pourquoi? On va le voir par la suite. L'idéal est donc de trouver un équilibre entre les deux approches. Le mieux, c'est d'avoir une équipe sur le plancher qui, elle, va pousser les méthodes et vraiment être dans la livraison au quotidien et dans la création de valeur. Et derrière, on va avoir une direction qui va porter les initiatives, c'est-à-dire qui va pousser tous les acteurs qui vont essayer de bloquer pour leur permettre de libérer du budget, de libérer des mentalités. Vous êtes toujours d'accord avec ça? Waouh! Mais pour ce faire, on commence petit. Pourquoi commencer petit? On sait que les changements apportés par l'Agile sont nombreux. L'objectif est d'ancrer durablement les nouvelles pratiques. L'objectif, c'est bien celui-là, c'est d'arriver à planter les petites graines partout et de les faire grandir. Pourquoi? Pour faire naître de nouveaux réflexes. Qu'aujourd'hui, on change les mentalités. Pour ça, il faut accorder aux individus concernés le temps nécessaire à l'assimilation et l'appropriation de ces nouveautés. Un changement, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Ce n'est pas parce que vous allez décider de changer que du jour au lendemain, tout va être prêt et on va partir, on va y aller, on va délivrer, on va faire X points, on va respecter les délais, on ne va pas se tromper, on ne va pas prendre de mur. Non. Ça, encore une fois, ça vient de nos chers amis de la Tour d'Ivoire qui, eux, décident on va tout changer et du jour au lendemain, ça va fonctionner. Non, ça ne marche pas. Ou sinon, ce qui peut se passer,
Donc l'idéal est d'avancer à petits pas plutôt que d'adopter tous les grands principes d'un seul coup. On ne dit pas, on fait de l'agile, on impose, l'agile, ça fonctionne comme ça. Ouais, ça c'est à terme, quand une équipe est mature. Encore une fois, souvent vous entendrez lors d'un changement, lors d'une conduite de changement, on va parler de maturité. On parlera, vous allez voir, beaucoup les mots qui reviennent vont être ancrage, parce qu'il faut vraiment que ça appartienne à la personne et qu'elle se l'approprie, mais aussi de maturité. Encore une fois, je prends toujours l'exemple, avant de marcher, vous avez tous fait du 4 pattes. Et puis après, vous vous êtes levé. Du jour au lendemain, vous n'êtes pas né, vous n'êtes pas en train de courir. Non, 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 on en est loin. Donc là, ici, on est sur des petits projets. À plus grande échelle, on fait basculer progressivement toute la compagnie projet par projet. Ou alors, je vais être très honnête avec vous, la compagnie a un budget énorme, peut faire rentrer une armée de coachs et vous avez un coach par équipe et par projet. C'est possible, ça existe. En revanche, les budgets qui existent derrière, c'est énorme. Autre sujet assez important. On parle de maturité. Comment on fait pour monter en maturité? Avec de l'amélioration continue. Je pense que vous en avez tous entendu parler. L'amélioration continue, ça s'applique partout, tout le temps, dans toutes les strates de la société, de la compagnie et dans tous les domaines. J'aime bien assimiler l'amélioration continue à un voyage. Je suis un grand rêveur, désolé. Donc on peut penser que le voyage de la transition a une destination, mais non. Au final, c'est un voyage qui ne se termine jamais. Parce que l'amélioration continue, c'est bien continu. Donc c'est un voyage qui ne se termine jamais. On continue à avancer, on continue à apprendre à chaque itération. Le point d'après m'appartient. Quand je dis m'appartient, c'est ce dont je suis fait et les idées que je défends, vous n'avez pas à être forcément d'accord avec. À partir du moment où l'on cesse d'améliorer son processus de développement d'une itération à l'autre, on cesse d'être agile. N'oublions pas, un des points de naissance de l'agile, c'est l'amélioration continue. C'est toujours s'améliorer pour toujours faire mieux, pour toujours délivrer plus, pour toujours délivrer une meilleure qualité de code. Vous êtes toujours d'accord avec ça? Bon. Quand vous n'êtes pas d'accord, hein, vous me coupez, il n'y a pas de problème. Le contexte d'une organisation ou d'un projet est en perpétuel changement. Vous vivez, chaque jour est différent d'un autre. Donc, les processus et l'organisation doivent ne faire qu'un, doivent avancer ensemble. On ne peut pas avoir une organisation qui avance et ces processus qui restent. Aujourd'hui, il y a encore des institutions financières sur la place de Montréal qui ont des processus qui ont été créés il y a plus de 10 ans. On court après le marché. C'est une discussion que j'avais encore ce midi. On court après le marché. Aujourd'hui, le marché va très vite. Pourquoi beaucoup de compagnies font ce virage agile? C'est parce que le marché va vite et si on ne va pas à la même vitesse que lui, on meurt. Je suis désolé de vous dire ça. Aujourd'hui, regardez le nombre de startups qui sont partis avec une idée et qui, au final, ont tellement réfléchi que leur idée n'est jamais sortie parce que le besoin qu'il y avait soit a été comblé, soit n'existe plus. Donc, une fois que ce principe est acquis, le changement devient naturel et indolore. On passe par une série de petits changements plutôt que d'un gros. Donc, pour le bien de l'organisation et des individus qui la composent, on parle de compagnie, mais cette compagnie, elle est composée d'humains. C'est ces humains qu'il faut accompagner. Des questions là-dessus? Je mettrai à disposition la présentation après, au cas où.
Donc pour ça, comment on va discuter avec l'organisation? On en vient, tout à l'heure tu parlais de quelque chose, on va parler de mesure. À un moment, il faut mesurer ce que l'on fait. Mesurer est important pour deux principales raisons. Pour savoir d'où on part et se fixer des objectifs concrets, mais surtout pour savoir où nous en sommes. Parfois, il va falloir montrer et faire preuve de l'agilité. Parfois, il sera nécessaire de montrer l'efficacité de la nouvelle démarche à la direction pour pouvoir continuer. Donc pour ça, on va leur fournir la preuve pour lever les blocages, passer un cap ou étendre l'agilité au reste de l'organisation. Il y en a certains qui vont vous pousser à un projet pilote et qui vont attendre que le projet pilote réussisse. C'est à ça que ça va vous servir de mesurer, de montrer que ça fonctionne. Parlons de métriques maintenant. Je vous en ai mis quelques classiques. Donc, le volume d'anomalies, le volume d'appels au support technique, le nombre de jalons non respectés. Ça, il faut le mettre. On ne met pas que les succès, on met aussi les échecs. Encore une fois, on a le droit à l'erreur. Le volume de fonctionnalités délivré en fonction du temps. Et la dernière, qui est la plus importante, le délai de transformation d'une idée en fonctionnalité disponible pour l'utilisateur, plus couramment appelé le time to market. Aujourd'hui, petit exemple, je ne sais pas si vous savez, est-ce que vous connaissez le time to market de Amazon? Moins de 24 heures, entre l'idée et la mise en production. Alors oui, Amazon, sur votre page de descriptif de produit, eh ben, il y a des fois, vous ne le voyez pas, mais il y a des petits changements qui sont faits et qui sont testés, et ils vont mesurer la transformation. Une fois qu'on a mesuré, quels sont les processus de changement? Lorsqu'on s'intéresse à la conduite du changement, on tombe généralement sur un acteur quasi incontournable dans le domaine. Il y en a qui le connaissent, John Kotter? Oui? Oui, hein, quand même. Hein. John Kotter propose 8 étapes pour mener le changement. Ça va peut-être vous faire peur. Juste le premier. Instaurer le sentiment d'urgence. Constituez une coalition directrice. Mettez des gens avec vous. Trouvez-vous des sponsors. Trouvez-vous des gens qui ont les mêmes envies que vous. Élaborez une vision et une stratégie. On ne part pas dans tous les sens. Non. On va vers un objectif. Même si cet objectif va changer, va évoluer, on le garde en ligne. On parle souvent dans vos projets de vision. On parle d'une vision produit. On va parler d'une vision de changement au même titre qu'une vision de produit. Communiquez la vision du changement. Ne restez pas tout seul dans votre coin. Communiquez avec les gens qui vont travailler avec vous. Travaillez en équipe. Ça, c'est plus pour la direction. Habilitez le personnel en vue d'une action suivant la vision. Vous, tout en bas sur le plancher, vous avez peu de pouvoir. Peu, voire pas pour certains. Essayez d'aller trouver au sein des chefs de projet, au sein des directions, des gens qui ont la même idée que vous, qui ont les mêmes envies que vous. Faites-en des alliés. Générez des gains à court terme, les quick wins, comme on va couramment appeler, les petites victoires qui créent l'exemple et qui motivent les équipes et qui feront que les gens vont vous regarder parce que, au final, vous y arrivez. Alors, petit à petit, mais on y arrive. Consolider les gains et introduire d'autres changements. On continue à avancer, on s'appuie sur ce qu'on a réussi, on sort
ce qu'on a loupé, on réfléchit pourquoi on l'a loupé avant, hein, quand même. On sort ce qu'on a loupé et on introduit. Vous connaissez tous le build, test, learn du Lean. En Lean Startup, on a toujours une boucle qui est toujours la même. On construit, on teste et on apprend de nos erreurs. Et quand on recommence, on ne refait pas les mêmes erreurs. Et l'ancrage de nouvelles approches dans la culture de l'organisation, c'est bien de changer des équipes, mais il faut changer les mentalités, il faut changer la culture. Ce n'est pas toujours facile, mais on y arrive. Donc, ces étapes peuvent vous guider dans votre transformation agile. La création d'un sentiment d'urgence peut par exemple s'obtenir en utilisant des événements de votre projet ou organisation. Des jalons décisifs non respectés, une surcharge des appels du support technique. Ça, je pourrais, si ça vous intéresse, vous raconter une expérience parce que typiquement, c'est le sujet dans lequel je travaille pour une institution financière en ce moment où la plateforme téléphonique est en train d'exploser. C'est-à-dire que quand vous les appelez, vous attendez entre 1 et 3 heures. Hein? Ouais. Quand même, pour faire débloquer sa carte de paiement, c'est un peu gênant quand même quand on est chez le marchand. Je travaille principalement sur ce projet-là, par exemple. Je ne vous dirai pas qui c'est. C'est la mienne. C'est la mienne. C'est pas qu'elle m'appartient, c'est j'en suis client. Non, faut pas s'énerver. Pour instaurer un sentiment d'urgence, parce que souvent on entend qu'il y a peur, il y a un compte et du stress. Mais aussi, c'est quoi ton école pour instaurer le sentiment d'urgence? Une urgence pour répondre à un besoin client parce que le client a mal. Le client a une douleur. Quand on fait certains ateliers, par exemple pour les startups, pour les cadrages d'une idée, principalement, le plus gros travail qu'on a à faire, c'est d'identifier la douleur du client. Aujourd'hui, on répond à un besoin d'un client. C'est le client qui est dans l'urgence. Après, cette urgence va avoir des conséquences sur la compagnie. Mais si on ne veut pas perdre notre client, si on ne veut pas perdre notre business, elle est là l'urgence. Vos mesures aussi vont vous servir à créer cette urgence. C'est-à-dire que tout à l'heure, on a parlé du centre d'appel qui était susceptible d'exploser, l'appel au support technique. Mettre en place un correctif pour diminuer la quantité d'appels au support technique, ça, oui, c'est une urgence. Vous allez ensuite identifier les individus moteurs qui partagent ce sentiment d'urgence. Toujours pareil, hein, je parle d'aller vous chercher, comme je dis souvent en ce moment, allez vous chercher des copains qui vont travailler avec vous, qui vont vous aider à faire tout ça. Et définir avec eux la stratégie que vous allez ensuite diffuser. Ne le faites pas tout seul, parce que tout seul, vous n'aurez peut-être pas la crédibilité pour le faire. Donc, aidez-vous des gens qui sont autour. Donc, tout ça, c'est bien. Là, je vous ai parlé des grands concepts. Mais en pratique, ça donne quoi? On va y arriver. Comment on le met en place? Qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est là où je vais parler un peu de ce que j'ai croisé dans ma vie. La première chose que je fais en général, identifier un projet pilote. Expérimenter l'approche agile sur un projet pilote avant de généraliser sur le reste de l'organisation, c'est quelque chose que vous avez sûrement déjà vu, tous, dans vos compagnies, si vous êtes en train de prendre ce virage. Il faut cependant bien veiller à ce que les enjeux de ce projet ne soient pas trop élevés, parce que sinon, vous risquez d'échouer pour 10 000 autres raisons qui ne seront pas de l'agile, qui ne seront pas dues à l'agile. Parce que le projet est trop gros, parce que le projet demande trop d'arrimage, parce qu'il y a des accostages avec 3 SI différents dans votre compagnie, parce que vous allez travailler avec des équipes qui sont en cycle en V, parce que, pour des millions de raisons qui ne seront pas dépendantes de la méthode. Donc, bien choisir le projet. Ni trop modeste, parce que sinon, on va vous dire « Non, mais tu étais sur un projet facile, c'est bon, quoi. Ça ne compte pas. » Ouais. Malheureusement, ça arrive aussi. Le choix de l'équipe est aussi très important.
pour bien accompagner un changement, on va essayer de faire un casting de l'équipe de production. On ne va pas prendre celle qui est définie par la compagnie. On va essayer de pousser et de dire ben, je vais essayer de prendre des gens qui sont en accord avec mes principes, qui ont envie de changer, qui ont envie d'amener ce changement. Pourquoi on va faire ça? Ben, parce qu'après, ces gens-là, ben, ils vont pouvoir vous aider. Ils vont pouvoir évangéliser au sein des autres projets. Alors, je suis désolé, je me suis perdu, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton, je continue à parler, donc le choix de l'équipe est également important. Voilà. En cas de succès, les membres de cette équipe prennent généralement le rôle de leader du changement vis-à-vis des autres équipes qui se lanceront à leur tour. Vous êtes d'accord avec ça toujours? Il y en a ici parmi vous à qui c'est arrivé d'être dans une équipe qui a vraiment pris cette direction agile et qui s'est fait sortir de son équipe pour aller évangéliser une équipe à côté? Ouais? Comment tu l'as ressenti? Je vais aimer l'expérience. C'est vraiment ça. Quand j'ai commencé, je ne comprenais rien sur l'agilité, sur le plan, etc. Mais ça m'a permis de comprendre, et même je suis dans l'agilité, totalement dans l'agilité. Donc après le projet pilote, qu'est-ce qu'on fait? Je vous ai parlé de petites graines tout à l'heure, on va parler d'essaimage. Basculer tout d'un coup une organisation comptant plusieurs équipes de projet, voire plusieurs centaines de personnes se révèle risqué. Sauf, je mets bien le sauf, si vous avez une armée de coachs. Ou dans ces cas-là, vous pouvez changer tout le monde en même temps. Ça m'est déjà arrivé d'arriver dans une équipe où on soit 17 coachs. Vous imaginez ce que ça peut donner, aligner 17 coachs qui ont tous, excusez-moi l'expression, un melon comme ça, une tête comme ça, qui croient tous connaître, moi je sais comment on fait et ça marche comme ça, les faire travailler ensemble, je vous promets, c'est compliqué. Oui, je sais. Afin de sécuriser l'ancrage des changements méthodologiques, il est recommandé donc de procéder par essaimage. Cela consiste à former, donc ce que je vous disais tout à l'heure, une première équipe de volontaires, idéalement, et leur laisser, alors là je suis gentil, hein, et leur laisser 3 itérations environ pour s'approprier les processus agiles. Pourquoi 3 itérations? On sait qu'une équipe commence à dégager une vélocité stable à peu près après 3 itérations parce qu'elles se connaissent, parce qu'elles savent travailler, parce qu'elles ont pris en charge le sujet. Donc en général, on compte à peu près 3 itérations. Je sais que je vais me faire ramasser sur le dernier point. Je sais que vous n'allez pas me le laisser passer. Répartir les membres de cette équipe dans une nouvelle équipe, sachant qu'en agile, on prône la stabilité d'une équipe. Là, je la casse, la stabilité. Pourquoi? Parce que l'objectif est de transformer tout le monde et d'accompagner tout le monde. Alors, bien sûr, c'est pour ça que je dis bien qu'il faut bien choisir son équipe, parce qu'il faut qu'elle soit consciente qu'au bout d'un moment, elle sera redistribuée dans d'autres équipes. Souvent, une équipe qui fonctionne bien est une équipe qui a du lien et des liens entre elles. Une équipe qui s'entend bien, une équipe qui va discuter, une équipe qui va parler, qui va partager, peut-être plus que son quotidien de développement. Passer des soirées ensemble, faire des 5 à 7, des choses comme ça. Une équipe qui fonctionne et qui roule, vous verrez, ça vient au fur et à mesure. Donc ces derniers bénéficieront ainsi d'une personne, donc une fois distribués dans les autres équipes, hein, ces derniers bénéficieront ainsi d'une personne sur laquelle s'appuyer en cas de difficulté. Encore une fois, les budgets n'autorisent pas forcément un coach par équipe, donc il faut trouver un référent. Et ce référent, c'est celui qui était dans la première équipe, qui sait comment ça fonctionne. La diffusion du courant agile se fait alors
horizontalement et non plus de haut en bas ou de bas en haut. On le fait, ouais. Ton point, là où tu dis, il faut rajouter une personne dans une équipe. Ouais. Si tu as un élément complètement c'est un film pourri, donc tu mets dans une équipe, ça risque de tout casser. Ouais. C'est pour ça que j'ai bien précisé qu'il fallait faire hyper attention au casting. Quand tu choisis, et c'est pour ça que quand on remonte tout à l'heure, j'ai bien dit, il faut que l'on choisisse et que l'on constitue son équipe. C'est compliqué. C'est beaucoup de démarches, c'est beaucoup de discussions avec des directeurs principaux pour se dire, bah, écoute, moi j'ai besoin de telle personne, de telle personne, de telle personne pour ce projet-là. Je ne dis pas que c'est facile. Mais derrière, on a toujours les arguments en lui disant, écoute, je te le retire, prête-moi-le pour 3 mois. Dans 3 mois, je le remets dans son équipe. Je te promets, il va t'aider. On peut toujours trouver des solutions. Dans ce cas-là, comment tu gères les consultants si l'équipe est faite à moitié de consultants? Rien n'empêche de s'appuyer sur des... Alors après, est-ce que les consultants sont là ou tu recrutes les consultants? Si tu recrutes les consultants, il suffit que tu t'appuies sur une société qui te fournit des consultants qui ont déjà des grosses appétences agiles. Il y en a plusieurs sur la place de Montréal qui aujourd'hui présentent la grosse bannière « Nous sommes agiles ». Des fois, il y a juste la bannière. Hein. Il n'y a pas la mentalité qui va derrière. Hein. Je suis désolé, je bitch un peu, mais... Donc, une personne sceptique aura plus tendance à écouter un de ses pairs plutôt que d'écouter un de ses managers. De discuter avec la personne qui fait la même job que moi, eh ben, qui va me dire pour moi ça marche, pourquoi tu n'essayes pas? Elle va peut-être se poser la question et se dire j'essayerai bien, hein, mine de rien, puisque lui il y arrive, pourquoi moi j'y arriverai pas, je ne suis pas plus bête que lui. Allons-y. Donc après l'essaimage, ça c'est plus au niveau des personnes qui vont faire la conduite du changement. On va mettre en place un backlog de transformation. Au même titre qu'un projet Scrum, Kanban, qu'un projet agile global, on va créer un backlog avec des jalons, avec des livraisons, voilà. Scrum peut également s'avérer utile dans le cadre d'une conduite de changement, notamment à travers la mise en place d'un backlog contenant la liste des actions complètes de transition vers l'approche agile. Ce backlog peut être construit et ordonnancé par l'équipe de coaching agile et les représentants de chaque équipe. Faites pas ça tout seul dans votre coin. Amenez les gens pour qui vous allez pousser le changement. N'arrivez pas comme ça un matin en leur disant « Aujourd'hui, on va faire ça ». Non, montrez-leur la roadmap. Pardon, j'ai rien dit. Montrez-leur le joli story mapping que vous avez fait. Vous pouvez ensuite, par exemple, planifier des actions au rythme des itérations et des releases de votre projet. Je me suis encore planté, voilà. Donc planifier, hop, voilà. Ça, vous connaissez? Lean Pizza? Non? Ça vous dit rien? Les auteurs donc, du site Lean Pizza ont mis à profit le travail de John Cutter, c'est-à-dire qu'ils ont repris ces 8 valeurs et ils ont fait un jeu de cartes pour faciliter le changement organisationnel vers l'agile. La technique est simple. Vous avez un jeu de cartes avec chaque carte qui porte une action de transformation. Après, au niveau de l'organisation, c'est numéroté et il y a des grands thèmes. Par exemple, je ne les connais pas toutes par cœur, là je me la suis notée. La carte 46 du jeu de transition vers le Scrum, c'est un meeting de démo, revue de sprint et planifié à la fin de chaque sprint, et ce, dès le début du projet. C'est-à-dire qu'au niveau du sprint 0, quand vous organisez vos agendas, vous planifiez déjà l'intégralité de tous les meetings, de toutes les réunions,
jusqu'à la fin de l'année, ou même plus. En général, si vous avez la possibilité, vous envoyez une réunion récurrente sans date de fin. Sachant que pour une démo, juste pour vous, n'hésitez pas à inviter la Terre entière. Oui, tout à fait. Et en fait, la carte, bah ici, voilà. Ici, vous avez un trait au milieu et ce qui reste à faire est ce sur quoi on a mis en place ou on veut mettre en place. C'est très simple, hein. Il n'y a pas de « je suis en train de le mettre en place » ou comme un tableau de suivi. Non, non, les cartes, on les affiche vraiment comme ça sur un mur. Hein. Ouais. Oui. Oui, oui, oui. Sachant qu'il y en a, principalement la discussion va être sur quelle priorité on donne à ces cartes. C'est plus de la priorisation. Donc voilà, ce jeu-là, vous pouvez le trouver sur le site, je ne fais pas de pub, hein, mais c'est juste qu'il peut servir à tout le monde. Sur le Lean Pizza, vous l'avez, il est traduit dans toutes les langues. C'est un PDF à imprimer, c'est juste un peu embêtant à découper. Voire un petit conseil que je vous donne, si vous avez le plastifié, parce que ça peut aussi servir. Donc c'est bien tout ça, mais n'oublions pas, je ne fais pas de pub. Hein. Mais faites-le, faites-le. Trouvez des raisons de ne pas adopter un nouveau... Oui, 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 pardon, oui, non, et c'est gratuit, c'est à disposition de tout le monde. Ouais. Donc, trouvez des raisons de ne pas adopter un nouveau changement tel que l'adoption d'une nouvelle pratique, par exemple. C'est super facile, hein. On peut trouver toutes les raisons de ne pas faire. En revanche, dire qu'il faut faire après, c'est un peu plus compliqué. Si bien que le porteur du changement doit souvent faire preuve d'une grande patience, écoute et diplomatie. En douceur, le faire toujours en douceur. Face à des personnes sceptiques, plutôt que d'argumenter ardemment les bénéfices que peut apporter ce changement, proposez-lui simplement d'essayer. Arrêtez d'argumenter. Les longs discours, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. Et ça vous fait perdre du temps. Et je vais être un peu direct, le temps c'est de l'argent. L'un des plus gros avantages des itérations est de pouvoir essayer un changement le temps d'une ou deux itérations. On essaye, on voit, est-ce que ça marche ou pas, est-ce que les gens veulent ou pas faire. S'ils veulent faire, on continue. S'ils ne veulent pas faire, on arrête. On peut revenir dessus, rien n'est bloqué dans le marbre. Si vous ne le passez pas aujourd'hui, c'est quelque chose que vous passerez peut-être quand les gens seront plus matures. Peut-être dans une semaine, peut-être dans un mois, peut-être dans 6 mois. Ne l'oublions pas, on a le droit à l'essai et surtout, on a le droit à l'erreur. Une autre chose sur laquelle on peut s'appuyer, qui va beaucoup vous aider, c'est les communautés. Les communautés, qu'est-ce qu'on va trouver? La création de communautés transverses aux équipes projets, c'est-à-dire essayer peut-être de créer une communauté agile. Ça ne vous coûte rien de prendre toutes les personnes qui sont intéressées, de les mettre ensemble et de réfléchir à comment on va implanter, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, qu'est-ce que ça va nous apporter. Faites ça sur le temps d'un repas, au début. Vous vous mettez tous, vous avez tous accès, je pense, à des salles de réunion pour le midi. Alors peut-être qu'encore, il y a des organisations qui bloquent, comme je disais tout à l'heure, il est interdit de manger dans les salles de réunion, il est interdit de boire du soda dans les salles de réunion, enfin, toutes ces choses-là. Essayez de vous trouver un lieu. Au pire, allez dans la cafétéria, trouvez-vous une grande table, mettez-vous autour et discutez. Mais aussi, on peut créer des communautés technologiques. Des communautés Java, des communautés Android, des communautés
iOS, enfin, communauté technique, communauté technologique. Parce qu'eux aussi vont pouvoir être moteurs du changement. Pas forcément les agilistes. Il se peut qu'il y ait une personne agile dans toute une communauté Java, par exemple, et elle va pouvoir faire de l'essaimage aussi au sein de cette communauté. Et après, comme tout humain, vous prenez l'idée, vous passez une nuit dessus, et le lendemain, peut-être qu'elle aura grandi, peut-être qu'elle aura disparu, mais si elle est bien plantée, peut-être qu'elle aura un tout petit peu grandi. Donc cette approche horizontale peut être complétée par le soutien de votre direction. Il y a certaines compagnies, quand justement on a du haut vers le bas et du bas vers le haut, ben on a le soutien du haut qui peut vous libérer du temps, vous libérer du budget. Par exemple, aujourd'hui, je suis chez un client où, une fois par mois, on a une demi-journée dédiée à des discussions autour de l'agile. C'est quand même pas si mal que ça, quand même. Une demi-journée avec toute l'équipe et avec d'autres équipes, c'est toute la direction qui arrête de travailler une demi-journée pour discuter de sujets comme de l'agile, comme du DevOps, comme du test automatisé. Voilà, c'est des sujets qui sont abordés une demi-journée par mois, qui sont spécifiques. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner. Au pire, on vous dit non. Bah, ok, on m'a dit non, mais au moins j'aurais essayé. Mieux vaut avoir un non plutôt que de ne pas avoir demandé au risque d'avoir un oui. Et ensuite, la dernière est ma préférée. Le mode sous-marin. Le mode sous-marin, qu'est-ce que c'est? C'est jouer carte sur table en communiquant à l'ensemble des acteurs du projet ou de l'organisation. Une transformation agile peut soit faciliter les choses, soit, j'ai parlé de mur tout à l'heure, voir les maçons arriver et construire même un rempart devant vous. C'est même plus un mur, c'est un rempart. Et vous le regardez, vous dites « Oh, le ciel, je ne vois même pas de l'autre côté ». Donc, d'un côté, cette approche peut faciliter le changement quand on pourra s'appuyer sur des décisions de passer à un agile et surmonter les éventuelles résistances, si la direction est de notre côté. Mais d'un autre côté, on peut se retrouver face à une levée de bouclier, visible ou non, parce que des fois, il y a des gens qui ne vont pas venir face à vous et qui vont vous dire « Ben en fait, non, je ne veux pas que tu fasses ça ». Ils vont vous saboter. Passer par des moyens détournés, au moment de dire « Ah ben, je veux faire un hors livrable parce qu'on a fini le sprint ». « Ah non, non, c'est pas possible, tu vois, tu es obligé de passer sur une livraison centralisée parce que ça va donner plus de travail à nos opérationnels. » Faux, on sait qu'une livraison centralisée, au moment où il faut qu'ils fassent la mise en commun des codes de monsieur tout le monde, ça va leur prendre 10 fois plus de temps que de prendre votre petite brique et de la pousser en production. Donc parfois, ben, la meilleure solution, c'est de rien dire. C'est de rien dire aux directions. De faire vraiment en sous-marin. Vraiment le faire au niveau du plancher. Typiquement, c'est ce que j'ai fait ces 3 derniers mois en mission. Vraiment le mode sous-marin où on m'a dit, où ma directrice m'a dit, passe sous les radars, ne dis rien, ne communique pas ce que tu fais. Ben, ça fait 3 mois aujourd'hui. La date de livraison du produit était prévue pour le 15 décembre. Ils ont livré la semaine dernière l'intégralité du projet. Ce qui diminuera votre temps d'attente de téléphone de 0 à 1 SMS. Donc voilà, le mode sous-marin, ça marche bien. N'hésitez pas à l'utiliser chez vos clients. Sauf si vous avez vraiment une transformation qui est poussée de bas en haut. Merci.
Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Oui? Alors, si. En fait, ce qui se passe, c'est que tu vas tomber sur... Alors, je ne vous l'ai pas mis là. Aujourd'hui, quand on fait une transformation agile, déjà, comptez entre 10 et 15% de personnes qui ne vous suivront pas. C'est les statistiques aujourd'hui. Vous avez entre 10 et 15 personnes que vous ne pourrez pas faire changer, qui resteront dans leur vieux paradigme. Aujourd'hui, un agent de changement, que ce soit un coach ou que ce soit une personne spécialisée, va faire 20% de méthodologie pour 80% de psychologie. Aujourd'hui, je passe plus de temps en tête-à-tête avec des personnes réfractaires qui me disent « mais je ne veux pas changer ». Avant, on y arrivait très bien. Et puis, je ne comprends pas pourquoi tu pars sur une petite unité de développement alors que moi, j'ai besoin d'avoir la vision globale de tout le produit. C'est des choses que vous avez déjà entendues, tout ça. Hein. Eh bien, ces personnes-là, malheureusement, dans le cas, j'en ai eu un il y a 2 mois, qui est pour moi un échec, cette personne a été sortie de l'équipe. À côté de ça, elle était à 2 ans de la retraite et elle ne voulait pas changer. Bon, ça c'est autre chose, ça c'est un autre détail. Mais c'est vraiment prendre la personne et essayer de comprendre quels sont ses freins. Parce qu'encore une fois, elle va avoir en général une peur panique, soit de ne pas y arriver, soit qu'en général, on nous rajoute des réunions, on perd du temps, on n'a plus le temps de travailler, ça va me donner plus de travail. Ça, en général, c'est les 3 arguments. Alors aujourd'hui, soit on arrive à lever les freins et à lever ces barrières-là auprès de la personne en travaillant au quotidien avec elle. Je disais tout à l'heure aussi, on peut lui dire sur un sprint de dire bah, « ok, rentre dans le moule, juste essaye » et on en reparle après. Après, soit la personne elle embarque, soit elle n'embarque pas. Si elle n'embarque pas, c'est ce que tu disais, c'est bien d'avoir une personne haut placée pour pouvoir taper du poing sur la table et dire « écoute, tu n'as pas trop le choix ». Mais c'est toujours une personne qui posera un problème dans l'équipe ou qui fera partie des suiveurs. Oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Mais c'est comme un des plus gros freins dans la compagnie dans laquelle je suis, c'est on va encore tester une nouvelle méthodologie. Qu'est-ce que vous voulez faire contre ça? Ces 10 dernières années, ils sont passés sur 3 méthodologies de travail différentes. Et aujourd'hui, moi, j'arrive avec mon étendard agile en leur disant bah, « écoutez, on va changer de méthodologie de travail. » Non, mais ça va, on en a déjà essayé 3, il n'y en a aucune qui a marché. Déjà, tu arrives là, tu fais « ok, j'ai un peu de travail, je crois. » Mais on arrive à trouver des solutions. Ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et encore une fois, de calme. Vas-y. Vous avez des conseils pour, par exemple, si c'est des personnes qui ont souvent l'argument qu'elles ont 10-15 ans d'expérience de plus,
Ouais. Pour ça, en général, ce qui se passe, c'est que la personne elle va te dire « Non, mais j'y arrivais très bien avant. Ça marchait très bien, je ne veux pas changer parce qu'on arrivait à délivrer. » Et là, tu lui dis « Ok, et si ton client il change d'idée, tu fais comment ?» Il va te dire bah, « En fait, on repart à nos tables à crayon et puis on refait toute une période de cadrage, on refait tout ça. » Ouais, mais ton client, il en a besoin dans 1 mois. Tu fais comment? On a 2 semaines, voire 3 semaines de production. On a 2 jours de livraison. Comment on fait? En fait, tu as des petits arguments comme ça. Aujourd'hui, on répond à un besoin, c'est ce que je disais tout à l'heure, aujourd'hui, on répond principalement à un besoin de client. Ce client, si on ne veut pas le perdre, il faut aller vite. Aujourd'hui, je ne dis pas que le cycle en V, c'est mauvais. Je fais de l'agile depuis longtemps. Il y a encore certaines typologies de projets sur lesquelles je dirais partez en cycle en V. Je suis coach agile. Je vais à l'encontre de mes grands principes. Mais derrière, il faut être logique. Faire du Scrum pour faire du Scrum sur tous les projets, non, c'est très bête. Il y a des fois où vous allez faire du Kanban. Il y en a qui vont dire oui, mais non, mais je veux faire de l'itératif. Ok, mais le Kanban, c'est du flux tendu, voire flux tiré, comme on veut. On peut revenir sur les demandes, elles peuvent repasser dans le flux, ça ne pose pas de problème. Ok, on reste en itératif. Et puis, rien n'empêche que, plutôt que de dire on livre toutes les 3 semaines, la release doit faire tant de fonctionnalités, point. On l'a fait à 1 mois et demi, ça ne pose pas de problème. Encore une fois, c'est utiliser la bonne méthodologie en fonction de la typologie de projet. Il n'y a pas ne pas faire de l'agile pour faire de l'agile. Après, j'ai un autre exemple. Dans une banque française, un manager m'a dit « Oui, mais il faut absolument faire de l'agile parce que ma direction me demande de vendre des jours agiles. » Je l'ai regardé, j'ai fait « Wow, c'est quoi un jour agile ?» Et il dit bah, « Si l'équipe de production a produit un agile. » Non, mais c'est n'importe quoi. C'est la deuxième plus grande banque française quand même. Hein. Donc, posez-vous des questions, parfois. Mais prendre l'exemple de dire il faut qu'on aille vite. Et aller vite en cycle en V, ils vont te dire oui, mais on va découper en plus petit. Ben vas-y, découpe en plus petit. Qu'est-ce que tu vas faire en découpant du plus petit? Ben, tu vas toujours avoir, je prends l'exemple, hein, ton socle back, middle, front. Mais même si tu le découpes en plus petit, ben, qu'est-ce que tu fais? Ben, en fait, tu m'as créé une petite unité qu'on peut rentrer dans son sprint. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ok, c'est du mini-cycle en V, si on veut. Mais l'agile, qu'est-ce que c'est? C'est juste du mini-cycle en V fait sur des petites briques fonctionnelles autonomes et livrables et qui ont de la valeur. Oui. Tu mentionnais que c'était dans le fond de choisir la bonne méthode selon le type de projet. Oui. Est-ce qu'il y a des... parce que souvent, je suis sur un projet en mode agile. C'est pas si agile que ça, finalement. Parce que, en fait, parce qu'on est en redressement d'un projet, en plus, il y a et je me posais la question, est-ce que les projets SAP, par exemple, est-ce que c'est le type de projet actuellement qu'on conduit en agile ou c'est pas ça par rapport, ou c'est juste parce que c'est le projet dans lequel je suis qui est juste trop gros, trop... C'est plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Faire de l'agile sur ce qu'on va appeler couramment des progiciels, c'est compliqué. C'est très compliqué. Il y a 2 ans, j'ai travaillé par exemple sur un Salesforce. C'est hyper compliqué. Ça ne s'invente pas. Là, vraiment, vous allez avoir besoin d'un accompagnement ou au moins d'aller chercher des gens qui l'ont déjà fait parce que ça ne s'invente pas et ça ne tombe pas du ciel. Mais c'est possible, hein. Je ne dis pas que c'est impossible. Ça demande, comme je dis souvent, de faire une belle clé de bras à la méthode. Parce qu'il va falloir à certains moments s'asseoir sur certains concepts, dire ben, ceux-là, on ne pourra jamais les mettre en place parce que ça ne nous le permet pas. Voilà.
C'est, encore une fois, oui, choisir la bonne méthode, et ensuite, c'est vraiment l'adapter au projet, là, en l'occurrence, au produit. Ce serait quoi la dimension optimale pour un groupe, pour une team agile, selon votre vision de fragmentation? Toujours pareil, on reste là, on va essayer de ne pas dépasser ce que préconise le Scrum Guide, c'est-à-dire 9 personnes maximum dans une équipe. Au-delà, on sait qu'on va créer des distorsions de communication à plus de 9. Après, parfois, on peut avoir des équipes plus grosses. Dans ces cas-là, on essaye de les diviser en 2 équipes et d'arriver à les faire travailler ensemble. Attention, je n'ai pas dit le mot safe, je n'ai pas dit le gros mot qui s'appelle safe. Hein, dans ces cas-là, on va faire du Scrum de Scrum, qui est l'alignement de 2 équipes Scrum pour synchroniser les plannings. Mais en général, on essaye de ne pas dépasser les 9 personnes. Sachant que dans ces 9 personnes, j'entends développeurs, testeurs et un Ops, si vous l'avez. L'Ops, ce que j'entends, c'est celui qui va être là pour maintenir une chaîne d'intégration continue, qui va être là pour aider les testeurs en cas d'automatisation, qui va être là, enfin voilà, pour tout ce qui touche le continuous delivery. Ah, on y vient, on y vient. Un projet, ça se termine? Si le projet se termine, c'est qu'il est mort. Un projet, ça ne se termine jamais. L'équipe qui a mis en place ce produit, elle le maintient. Beaucoup d'organisations aujourd'hui font la livraison d'un produit et d'un projet et vont dire on le passe en TMA, on le fait maintenir par des équipes de maintenance applicative. Ça, c'est la plus grosse bêtise que puisse faire une organisation. Pourquoi ? Parce qu'elle perd tout le savoir des gens qui ont mis en place ce produit. En général, ce qu'on prône, c'est que le produit reste dans l'équipe, elle continue à le faire vivre parce que peut-être qu'il y aura toujours des évolutions, peut-être qu'il y aura toujours de nouvelles fonctionnalités qui vont être mises, et rien n'empêche qu'elle le garde on the side, qu'elle reparte sur un autre projet, et puis dans une organisation, soit il y a un bug de prod sur l'ancien applicatif. Dans ces cas-là, on rappelle qu'on ne charge pas une équipe de développement à 100%, on la charge à 70% pour avoir 30% de buffer. Ces 30% de buffer vont être en capacité de gérer du bug de prod. Et si c'est une évolution, eh ben, ça rentre au planning, en début de sprint. Ouais? Non? En général, et puis même quand vous sortez, le produit à l'équipe, ben mine de rien, vous leur enlevez ce bébé-là quand même. Parce qu'ils y ont peut-être travaillé pendant 6 mois, pendant 1 an, pendant 2 ans. J'ai des équipes, moi, qui aujourd'hui, au bout de 3 ans, travaillent encore sur la même application mobile et sont toujours aussi fans d'y travailler dessus. Dites-leur, ah ben non, maintenant on la passe en maintenance. Mais non, elle est à nous, on veut la garder, c'est notre bébé. On l'a vu grandir, on l'a créé. De dire qu'elle est à nous. Ah, c'est... Ça crée des rigidités qui empêchent les changements à venir. Ça peut. Toujours pareil, il faut s'adapter. Là, on prend des exemples sortis de leur contexte. Hein. À voir aussi plus précisément les contextes aussi. Hein. Je connaissais par exemple, si je recite la grande banque française, le projet mis en place, il splittait l'équipe, il l'a renvoyé dans de nouvelles équipes pour de nouveaux projets. Et dès qu'il arrivait un problème sur le projet, eh ben, les membres de l'équipe
devaient arrêter de travailler pour leur nouvelle équipe pour se reformer, pour refaire la maintenance de ce produit-là. C'est encore une organisation qui est hyper compliquée. Donc, toujours pareil, essayez de trouver la meilleure solution en fonction du contexte. Ouais. Vous avez parlé tout à l'heure, on ne peut pas maintenant appliquer la méthode itérative sur n'importe quel projet. Je me demande, c'est quoi les critères qu'on devrait suivre pour faire un choix, mettons, pour Scrum, Kanban ou autre? C'est quoi les critères qu'on devrait avoir? Alors, j'ai des tableaux exprès justement avec des cases à cocher en suivant, en disant ce projet respecte ça, 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 donc la meilleure méthode est celle-là. Moi je les ai créés avec le temps. C'est des questionnaires que j'ai. Si ça t'intéresse, tu viens me voir après, je pourrais te les montrer. Ceux que ça intéresse, je pourrais vous leur montrer, c'est voilà, en fonction des typologies de projets, qu'est-ce qu'on va utiliser comme méthode, donc du Scrum, du Kanban, de l'XP, enfin, plein de choses. Ouais. Par rapport au mode sous-marin, moi j'adore ça, mais je pense que c'est un peu à l'encontre de l'esprit de transparence de l'agile. Comment on se fait pour dire qu'agile, si tu n'as jamais présenter des itérations des supérieurs? Alors, la transparence. Être transparent, il faut. Être trop transparent, c'est dangereux. Je m'entends. Je m'explique pourquoi. Dire à une organisation, on a des problèmes, c'est le meilleur moyen pour qu'elle vous tombe dessus. Dites, on a des problèmes, mais on a la solution. Le problème, vous le gardez. Bon, mis à part où vous savez que vous n'allez pas pouvoir le régler, dans ces cas-là, on lève le drapeau. Pour répondre à ta question, le mode sous-marin, c'est vraiment pour planter tes petites graines que tu vas le faire au début. Ça ne change pas qu'à la démo, comme je disais tout à l'heure, tu invites tes directeurs et t'invites tes sponsors, tous les gens, parce qu'à un moment ou à un autre, tu n'es pas obligé de leur dire que tu fais de l'agile. Tu leur dis juste, venez, on est arrivé à un jalon pour nous et on va vous montrer où on en est, voici l'état d'avancement. Et au final, vu qu'on prône un logiciel fonctionnel à chaque fin de sprint, ils vont commencer à voir leur bébé grandir et ils vont se dire, ah ben en fait, mon truc, ça marche. Ok, ça ne fait pas tout ce que je demande, mais ça marche, je vois où va mon argent. Ouais. Si tu es dans le sous-marin, tu ne fais pas des feuilles de temps sur Agile, sur l'activité ou sur des coopérations, plusieurs ressources, plusieurs consultants. Alors toujours pareil, si là je vous ai présenté avec un agent de changement, c'est-à-dire avec un coach qui va vous accompagner. Ce coach, il a un mandat. Ce mandat, il ne peut être donné que par une direction en général. Donc si vous êtes poussé par une direction qui va vous financer, vous, ce sera la première à ouvrir le parapluie et à dire « Non, mais en fait, mon équipe, il ne se passe rien, hein, on y arrive bien, et puis ils remplissent leurs heures, et puis voilà, bon, on travaille sur les lignes projet, et puis tout va bien. » C'est ça. Donc on y arrive toujours. Le mode sous-marin, oui, ça marche. C'est pour la haute direction principalement. À un moment, vous serez toujours protégé par un directeur. Enfin, il faut, parce que sinon, attention au coup derrière les oreilles qui va vous tomber un jour ou l'autre. Ce que l'on va sauver à long terme, en termes d'argent, versus un cycle DLC, un cycle Agile, est-ce que les livrables, est-ce que les efforts, les résultats, au niveau monétaire, on va pouvoir les comparer et dire, en Agile, on est 50% plus efficace, et en temps, il y en a un que si on l'avait fait en... Non, je vous dirais même que l'agile coûte plus cher.
Et j'ai des chiffres pour ça. L'agile coûte plus cher. En revanche, le retour sur investissement derrière est 10 fois plus rapide. Aujourd'hui, sur le projet dont je vous parlais, là sur lequel je suis en ce moment, sur le prochain trimestre, fait économiser 16 millions de dollars à la compagnie. Le budget annuel du fonctionnement de l'escouade de développement est de 5 millions de dollars. Ils en ont économisé 16 sur 3 mois. OK, on investit. C'est un investissement, hein, encore une fois. Non, 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 non. Oui. Oui, 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 oui. Mais après, ça pose beaucoup d'autres problèmes organisationnels. C'est-à-dire que, OK, on va monter des escouades, OK, ils vont travailler les uns avec les autres, mais synchroniser tout ça va demander beaucoup de travail et si on ne le fait pas correctement, cette synchronisation-là, la seule chose qu'on va gagner, c'est de prendre du retard. Et au final, vous tombez sur les mêmes coûts et les mêmes délais que du cycle en V comme avant et il n'y a pas de gain. Ouais. Oui. Je voudrais savoir comment on fait pour bien identifier la personne qui va représenter le besoin. Donc là, on parle de besoin client. Moi, je suis sur un projet où c'est plus un besoin de client interne. Et on a beaucoup de difficultés à aligner toutes les parties prenantes et avoir un seul représentant de ce besoin-là dans le projet. Qu'est-ce que vous avez pour ça? Le PO. Enfin, c'est l'identification du PO principalement. Couramment, le PO va être identifié via un ancien chef de projet, en général. Grosse erreur. Il n'a pas la tête bien câblée, ou alors ça va demander beaucoup de travail. Il y a des chefs de projet là? En général, je me les mets sur le dos, hein, mais... Non, l'identification du PO se fait non pas, comme beaucoup le pensent, avec une connaissance du business. Il y en a beaucoup qui disent celui qui est le plus légitime pour comprendre le besoin du client va être quelqu'un qui connaît très bien le business. Pas obligatoirement. Principalement, j'ai remarqué ici au Québec et aussi au Canada que les PO ne sont jamais des consultants. À la différence de la France où vous allez pouvoir trouver des PO consultants, c'est-à-dire des gens qui ne connaissent absolument rien au business, mais qui ont la tête bien faite, qui comprennent le besoin du client et qui arrivent à l'exprimer en user story principalement. Mais tu as des ateliers qui existent, soit des ateliers de Jürgen Appelo, que tu pourras voir sur le Management 3.0, qui ouvre pas mal de portes sur des ateliers de rôle et responsabilité. À partir de là, tu pourras identifier les personnes qui ont la tête bien faite. Tu vas trouver des ateliers aussi de game storming, sur le livre de Game Storming, oui. Tu trouveras des ateliers qui vont te permettre justement de faire ressortir les compétences pour identifier ces personnes-là. Mais sache que c'est des problèmes qui existent chez tout le monde. Non ? Ah mais oui. Pareil, ici c'est compliqué d'avoir un vrai PO avec le rôle du PO. N'oublions pas, le PO, il a quoi? Il a la vision, il a le pouvoir et il a le budget. Il a ces 3 points-là. En général, aujourd'hui, dans les grands groupes, le budget, on l'enlève.
le pouvoir, ok, pouvoir décisionnel, ok, oui, il va l'avoir, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va ne faire que pousser les infos que lui donne la Tour d'Ivoire là-haut en lui disant « nous, on a besoin de ça ». Sauf que bah, parfois le PO, il connaît les gens qui sont dans la rue, mais il connaît les clients. Donc là, on va rentrer, il faut quelqu'un qui sache négocier, qui va être en capacité d'aller voir la direction, de lui dire « ok, ton besoin c'est celui-là, mais réfléchis un peu, vois si on ne pourrait pas repartir comme ça, peut-être dans cette direction-là, pour mieux répondre aux besoins du client. » Et puis après, s'il lui dit « tu gagneras de l'argent plus vite », ça fait souvent changer les idées pour les directions. C'est quoi dans ta vision la différence entre le PO et l'architecte de solution? Pourquoi le PO, c'est pas un architecte de solution? Parce que le PO n'est pas technique. Le PO n'a pas à être technique. L'architecte de solution, alors déjà, officiellement, l'architecte de solution, c'est l'équipe. Mis à part si tu as une architecture d'entreprise, et dans ces cas-là, l'équipe est censée la connaître, mais sinon, l'architecte aujourd'hui, il va juste être là pour aider l'équipe, la guider pour qu'elle reste dans l'architecture d'entreprise s'il y en a une, lui donner les impacts sur lesquels, quels systèmes vont être impactés dans cette architecture-là, mais derrière, c'est l'équipe qui est décisionnelle. Et le PO, le rôle du PO, n'oublions pas, c'est de prendre la vision et de l'apporter à l'équipe de production. Derrière, n'oublions pas que la seule chose qu'il doit dire, c'est « en tant que, je veux que, afin de ». Il n'est censé répondre qu'à ces 3 questions, le PO. S'il en fait plus, c'est qu'il est hors de son scope et qu'il veut bien. Et le dernier petit point qu'il peut donner pour aider les testeurs sont les critères d'acceptance. Le PO, il est cantonné à ce rôle-là. Et déjà, ce rôle-là, oui, et à prioriser, bien sûr, mais ce rôle-là, c'est déjà un job à temps plein. Si vous avez un bon PO, il a le temps de rien faire d'autre. Hein. C'est... Enfin, voilà, non... Moi, ou le gros mot gouvernance, mon Dieu! Ah ouais? Ben non. Ben non, parce que l'équipe, elle est autogérée. Ben ouais. Et ouais, l'équipe, elle est autogérée, elle prend ses décisions. Moi, là, j'ai une équipe, il y a un mois, elle m'a viré un des développeurs, toute seule, sans demander à personne. Parce que le développeur, il traînait les pieds, il n'était pas dans le bon moule, il n'était pas dans le bon mood. L'équipe a dit, est partie voir la direction, elle a dit, on n'en veut plus. La direction, elle a fait, bah vas-y, dégage. L'équipe? Ben, l'équipe, elle a des rétrospectives. À la fin de la rétrospective, elle prend des axes d'amélioration, elle prend des décisions. Et lors de ces décisions-là, eh ben, ouais, c'est une décision collégiale. La gouvernance, elle est faite par l'équipe. Il y a une direction à prendre pour répondre à un besoin business. Mais derrière, son organisation, elle est principalement à elle. Ouais. Alors, les questions d'architecture aussi, s'il y a des grosses questions d'architecture, il faut choisir un bon Scrum Master pour surveiller de très près les 3 premières itérations. Parce que c'est là que ces décisions-là, qui sont importantes, vont impacter les itérations subséquentes aussi. Après, n'oublions pas, au niveau architecture, mis à part si on a, comme on disait tout à l'heure, une architecture d'entreprise, l'objectif est d'avoir l'architecture la plus évolutive possible et la plus flexible possible. Ça, c'est quand on part. Alors, pas en cycle en V, puisqu'en cycle en V, on aura fait l'intégralité de l'étude d'impact, on aura tout fait, tout cadré.
En agile, vu qu'on part d'un petit... je vais vous prendre un exemple très simple. Il y a 2 ans, j'ai travaillé sur la refonte de l'application des trains en France, l'équivalent de Via Rail ici. Donc en France, ça s'appelle la SNCF. Et ils ont décidé de décommissionner toutes leurs différentes applications, de faire une application unifiée. La première livraison qui a été faite au grand public de l'application, c'était le tableau des gares, juste à savoir à quelle heure part le train. Pourquoi? Ben parce qu'au final, l'utilisateur, qu'est-ce qu'il veut savoir? À quelle heure part mon train? Il n'en a rien à faire de savoir comment je vais à la gare, il le fait tous les jours. Il n'en a rien à faire de savoir comment je vais acheter un billet, il peut l'acheter à la gare. Et donc, à partir de là, on livre vraiment la petite fonctionnalité. Donc, il faut vraiment réfléchir de dire, ben, OK, on part d'un petit et il faut qu'on imagine que ça va devenir énorme. Donc, pour l'architecture, c'est pareil. Essayer de prendre quelque chose de plus évolutif possible. En revanche, ce n'est pas possible à faire avec une équipe junior. Non, mais il faut être réaliste aussi. Oui, mais c'est pour ça, là on parle d'une grande entreprise. D'une grande entreprise, on a une architecture d'entreprise. Ben, en général, on peut avoir un architecte, mais il va travailler vraiment juste après le product owner. C'est-à-dire que le product owner, lui, va exprimer son besoin business. Et alors, je ne sais pas si vous l'utilisez, moi j'ai tendance à pousser un Kanban de maturation, ce que j'appelle, avant que la demande puisse partir en développement. C'est-à-dire que ma user story doit passer un certain nombre d'étapes. Donc, il y a la création de la user story. Ensuite, on va passer, là, en l'occurrence, sur le projet sur lequel je suis, oui, il y a le passage des architectes de solutions. Ils y passent sur les demandes en disant, on va avoir une analyse d'impact, il faut plutôt se diriger comme ça ou comme ça. Derrière, il va y avoir les analyses fonctionnelles qui vont être là pour travailler et pour augmenter, pour agrémenter la demande, pour aider les testeurs sur les cas de test. Ensuite, on va avoir les testeurs qui vont passer parce que parfois, certaines équipes vont pouvoir travailler en TDD. Donc, ils vont avoir besoin des critères d'acceptance avant et d'avoir le cas de test avant, de manière à eux pouvoir écrire le test et derrière répondre au test avant de continuer leur développement. Ensuite, il va y avoir une case de raffinement, c'est-à-dire que ces user stories vont être présentées à l'équipe. Est-ce que l'équipe est en capacité, elle, de la prendre en développement? Est-ce qu'ils ont toutes les informations? Si oui, elle va passer au cycle d'après qui est ready to sprint, ou alors elle va repasser dans la boucle analyse, parce qu'il va y avoir un trou dans l'architecture pour eux, parce qu'il va y avoir un trou dans les besoins. Et ensuite, elle pourra être planifiée et embarquée et développée et livrée. Donc, c'est agile si ça s'inscrit dans les itérations des organisations pour aller chercher toute l'expertise, toutes les nouveaux nouvelles directions, nouvelles technologies. Oui. Alors attention, aujourd'hui, on a parlé d'une équipe de 9. L'équipe de 9, c'est le corps, c'est-à-dire c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les développeurs, les testeurs et peut-être un ops. Autour, vous pouvez avoir des millions de personnes qui gravitent autour et qui vont vous aider à affiner le besoin, comme des architectes, mais un seul PO. Un PO, les bases, hein, un PO, un backlog, une équipe. Alors si, aujourd'hui, il y a des nouveaux concepts qui arrivent, mais ça peut être des discussions, vous les avez peut-être eues aujourd'hui, vous les aurez peut-être demain sur les journées DevOps. Ça s'appelle le DevSecOps, qui est quelque chose qui arrive au fur et à mesure dans lequel on rentre toute la question de sécurité, oui. On va peut-être y venir un jour. J'ai fini pour moi. Merci beaucoup de votre présence.